bienvenue à cet atelier qui est dédié donc au centre ressources vie intime, affective, sexuelle et de soutien à la parentalité des personnes en situation de handicap, ainsi qu'au service d'accompagnement à la périnatalité et à la parentalité des personnes en situation de handicap. Donc, je suis Laura Bredin, chargée de mission à l'UNA, Union nationale de l'aide des soins et des services au domicile, membre du comité parentalité. Et aujourd'hui, je suis donc accompagnée d'Isabelle Dacosta, la vice-présidente d'APF France Handicap, qui animera avec moi les temps d'échange. Il y a aussi de présents pour le comité parentalité Karine Pouchin-Grépinet, conseillère santé à l'APF, et Marilyn Barillet-Leplay, administratrice à UNA. Elles auront toutes deux pour mission demain de faire le rapport de nos échanges et de mettre en avant les éléments saillants de ce qui ressortira de l'ensemble de nos échanges et de nos débats. On a aussi de présent Fabrice Zurita, qui est coordinateur du Centre ressources Normandie, et Bastos Fatima ainsi que Wild Clémence pour le SAPPH parenthèse dans l'Est. Donc, ils vont tous les trois nous faire une présentation de leur lieu, de leurs services respectifs pour ouvrir les échanges. On a aussi de présent avec nous Céline Poulet, qui est la secrétaire générale du comité interministériel du handicap, qui est présente parmi nous et donc pourra aussi est la bienvenue pour intervenir. Donc, Céline Poulet est notamment en charge du pilotage des deux dispositifs qui nous intéressent aujourd'hui. Voilà. Et puis, bien sûr, rappeler qu'il s'agit d'un atelier participatif. Donc, on va avoir un temps de présentation de l'ordre de 20 minutes. Et ensuite, l'idée, c'est vraiment de vous laisser la parole pour exprimer vos retours d'expérience et aussi vos attentes sur ces dispositifs qui sont en pleine montée en charge, en plein essor, d'où l'idée aussi de cet atelier qui est vraiment de venir recueillir vos besoins, vos attentes et vos avis. Quelques éléments de contexte, et je serai assez brève, pour resituer ces deux dispositifs. Donc, on a les centres ressources vie intime, affective, sexuelle et de soutien à la parentalité qui sont donc en cours de déploiement, et cela fait suite à un engagement des pouvoirs publics qui avait été pris dans le cadre du Grenelle des violences conjugales et du comité interministériel du handicap de 2019. Et on a donc un cahier des charges national qui est paru en janvier 2021, et suite à quoi il y a eu donc des appels à candidature, des appels à projets dans les différentes régions pour le déploiement de ces centres ressources. On a par ailleurs les SAPPH, donc les services d'accompagnement à la périnatalité et à la parentalité, qui, eux, vont être déployés suite donc à un engagement, une des mesures du plan des mesures 1000 jours. Et donc, voilà, ces services ne sont pas nouveaux en tant que tels, étant donné qu'ils ont été créés il y a quelque temps déjà par des acteurs du handicap qui ont mobilisé des financements pour créer cette typologie de services. Et là, il s'agit maintenant en fait d'en assurer un déploiement dans chacune des régions d'après un cahier aussi des charges nationales qui a été rédigé et qui prend appui à. Donc, c'est chez toi que ça marche pas du tout. Il y a un écho. C'est bon, j'ai désactivé le. Merci. Désolée, ça m'a perturbée. Et donc voilà, qui avec ce cahier des charges national qui s'appuie notamment sur les SAPPH préexistants. Donc voilà, nous avons ces lieux ressources à destination des personnes, des usagers, mais aussi de leurs aidants et des professionnels. Et donc vraiment, ce temps, c'est pour nous de s'interroger sur le rôle, les spécificités, les complémentarités entre ces dispositifs
entre ces dispositifs émergents et puis vous de vous interroger pleinement sur vos attentes et puis pour voir comment voilà, tout ça va être amené à se déployer et à faire un écosystème qui permet d'améliorer l'accès à la vie intime, affective et sexuelle des personnes en situation de handicap. Donc je n'en dis pas plus et je laisse la parole à Fatima Bastos et Clémence Wild qui vont donc nous présenter le SAPPH, ses missions et ses modes d'intervention. Merci beaucoup. Je vais commencer à prendre la parole, puis je la laisserai à Fatima. Nous allons présenter effectivement le SAPPH porté par Vive 3 Lorraine, donc à Nancy, dans le Grand Est, en Lorraine, pour vous situer. Effectivement, c'est un SAPPH qu'on a renommé Parenthèse, vraiment pour reconnaître et recentrer vraiment l'usager en tant que parent au centre de ce service-là. C'est un service qui a ouvert en février 2021 à titre expérimental jusqu'en novembre 2023 et qui accompagne donc les personnes en situation de handicap du projet de conception jusqu'aux 7 ans de l'enfant. Notre public à ce jour est composé de personnes en situation de handicap moteur et ou sensoriel, sur le modèle donc, de notre cousin parisien de Vive 3 Île-de-France, qu'on salue au passage. Et donc, on s'entoure évidemment aussi de tous les partenaires du territoire. Et d'ici la fin de cette expérimentation, donc 2023, nous comptons ouvrir ce service aux personnes atteintes de tout type de handicap, pas seulement moteur et sensoriel, mais bien l'ouvrir à tout type de handicap. Je vais laisser la main à Fatima pour présenter plus en détail les missions d'accompagnement et le service Parenthèse et les missions d'un SAPPH. Merci Clémence. Donc oui, donc un SAPPH, je ne sais pas si tout le monde sait à quoi ça correspond. C'est vrai que ce n'est pas à l'heure d'aujourd'hui, il n'y a pas un modèle prédéfini, je pense, dans tous les SAPPH. Mais en tout cas, on va parler d'une autre. Et n'hésitez pas ensuite à poser des questions dans un second temps pour qu'on puisse être un peu plus précis, parce qu'en 10 minutes, on va être un peu généraliste, certainement. Donc voilà, on pourra revenir ensuite sur le détail. Donc déjà, le principe pour nous, en tout cas, l'équipe de Parenthèse, c'est le maître mot, j'ai envie de dire, c'est l'adaptation aux demandes des personnes, des parents ou des futurs parents. Parce que le handicap seul ne définit pas les besoins et les demandes de la personne. J'ai entendu, je crois, tout à l'heure dans l'atelier précédent, l'importance de l'environnement, l'importance du vécu, de l'histoire de chaque personne. Chaque individu a sa propre histoire, sa propre demande, et elle n'est pas définie uniquement par ou une pathologie ou un handicap. Donc notre mission, c'est d'entendre la personne dans ce qu'elle est, là où elle est, au moment où elle est. Enfin, je ne sais pas si c'est... voilà, on reviendra dessus certainement, mais en tout cas, c'est important d'être vraiment dans l'adaptation de chacun. Et pour cela, notre équipe, alors même si elle est assez récente, hein, comme disait Clémence, nous venons de fêter nos 1 an d'ouverture et d'accueil de public. Notre équipe, en tout cas, c'était de se dire, on ne fait... Ah, désolé, on a notre alarme qui se met en route. Voilà. Bon. En tout cas, notre souhait, c'était de nous dire, on ne fait pas des prestations prédéfinies, évidemment, si on est dans l'adaptation, mais on regroupe des compétences pluridisciplinaires pour répondre au mieux aux demandes de chacun. Notre souhait, c'était de se dire, voilà, comment on fait pour parler de la parentalité et du handicap. Il nous faut des ergothérapeutes, il nous faut une sage-femme, il nous faut une psychologue, il nous faut une puéricultrice. Enfin voilà,
c'était... Alors évidemment, si je dis ça comme ça, tout le monde va croire qu'on est une équipe de 10. Non, ce sont toutes des personnes à temps partiel. Mais en tout cas, c'était de se dire, on a besoin de plusieurs compétences qui allient tant les compétences propres à certains domaines du handicap moteur et sensoriel, que tout ce qui est de l'ordre de la maternité, de la grossesse, de la conception ou de la petite enfance. Donc, concernant sur quoi on peut intervenir, j'ai écouté hier l'intervention de Marie Kosker, donc je ne sais pas si tout le monde était là, je ne vais peut-être pas tout reprendre, mais c'est vrai que nos interventions sont diverses et variées et multiples, puisque si on est dans l'adaptation et si on est dans la prise en compte de la personne dans son histoire au moment où elle le demande, chaque situation est différente. On peut accompagner des personnes qui sont dans un projet de conception et qui ont besoin de conseils médicaux ou gynécos, de grossesse, de recherche de partenaires gynécologues ou avec la maternité régionale. On peut aussi être dans la recherche de matériel adapté pour l'accueil du bébé au domicile. Et je reviens un petit peu sur ce qui a été dit à l'atelier précédent. Il y a des solutions qui peuvent aider des personnes à prendre en charge leur enfant, leur bébé, jeune nourrisson ou pas que jeune nourrisson, parce que quand ils apprennent à marcher, c'est aussi une autre étape. Mais il y a des choses qui existent en termes de matériel et d'adaptation de matériel aussi, parce que ça ne se vend pas toujours sur le marché, ce n'est pas toujours facile à trouver. Voilà, il y a des matériels qui existent dans d'autres pays, mais qui ne sont pas accessibles toujours en France. Mais en tout cas, il y a des choses qui sont adaptables et au cas par cas, en fonction de la situation de chacun. Nos collègues, là je fais surtout référence à ma collègue ergo, thérapeute, peut adapter du matériel pour sécuriser la prise en charge d'un enfant au quotidien. Voilà, donc voilà, c'est quelque chose de... C'est difficile de dire ce qu'on fait parce que chaque situation va être très différente de l'une à l'autre. Donc, en tout cas, nous, à chaque fois, c'est de dire comment fait-on pour limiter les difficultés inhérentes au handicap sur l'exercice de la parentalité. Et voilà, c'est vraiment le principe, c'est de faire en sorte que le handicap ne soit pas un frein. Quand je dis frein, il y a alors peut-être qu'on reviendra dessus dans la deuxième partie, mais il y a il y a le regard des autres, et il y a aussi le regard qu'on peut porter sur soi-même, où des fois, on peut être dans l'inquiétude, dans les doutes, pas se sentir suffisamment légitime. Et notre travail, c'est aussi celui-là, c'est de dire toute personne est légitime à être parent. Voilà. Il y a aussi tout un travail là-dessus. Donc oui, donc on peut avoir des personnes qui viennent qu'une fois, de manière très ponctuelle, pour une question très technique, justement, on parlait de portage ou de comment je fais un biberon si je suis déficiente visuelle ou si je suis aveugle, comment je fais pour vérifier que mon bébé s'endort si je suis sourde et que je ne peux pas l'entendre pleurer. Enfin voilà, il y a plusieurs situations très techniques et d'autres qui sont des interventions plus longues, plus régulières, plusieurs fois par semaine, des fois, dans la même semaine. Et puis après, on ne voit pas les personnes pendant un mois parce qu'il n'y a plus de demande à ce moment-là. En tout cas, le besoin est moins fort. Est-ce que tu l'as mis à l'abandon ou pas? Je le redis. On vous demande de couper votre micro et on s'excuse sur le Je viens de le faire. Donc voilà, donc c'est vrai que c'est très variable. Et nos interventions, alors ce qu'on n'a peut-être pas dit, je ne sais pas si ça a été dit hier, c'est qu'on intervient soit à domicile, soit dans nos locaux, soit en accompagnant les personnes à l'extérieur. Et c'est vraiment très variable. Je prends l'exemple de deux situations qu'on accompagne depuis le mois d'août, toutes les deux. Pour une personne, on l'a vue 9 fois chez elle et 11 fois sur site, parce que quand elle vient chez nous, elle vient chercher des outils éducatifs, elle vient chercher du répit, elle vient chercher des rencontres entre professionnels et entre parents, puisqu'on organise aussi des rencontres entre parents quand on peut, malgré la pandémie. Voilà. Et une autre personne qu'on ne rencontre qu'à domicile, puisque le principe, c'est qu'elle a déjà un handicap qui la mobilise beaucoup dans son quotidien, qui est déjà suffisamment chargé. Et donc, voilà, c'est nous qui nous déplaçons, s'il le faut, à son domicile. L'idée du SAPPH, en tout cas, c'est de mettre en œuvre des actions, mais en accompagnant la personne, c'est-à-dire qu'on est à côté, le temps voulu par la personne. Cette histoire de temps, je voulais un petit peu insister dessus parce que c'est important. C'est la personne qui fait des demandes
et on ne répond qu'à la demande. C'est-à-dire que même si on observe des besoins, si la personne ne souhaite pas travailler sur certaines choses, c'est elle qui décide. Et le temps est nécessaire des fois pour ça, c'est important. Donc là, on est vraiment, je me permets de compléter, hein, on est vraiment sur l'effectivité des droits. C'est-à-dire que la personne est son propre maître, elle maîtrise complètement sa parentalité, elle n'est pas dans l'exercice contraint de venir à parenthèse au sein du SAPPH. Oui, alors voilà, la lésion, les personnes qui viennent à parenthèse, elles viennent soit parce qu'elles ont été conseillées par des partenaires de la petite enfance ou du handicap, ou des fois c'est aussi le bouche à oreille qui commence à fonctionner. Mais évidemment, l'adhésion est libre et volontaire. La personne peut aussi suspendre son accompagnement à tout moment et revenir ultérieurement. Il n'y a pas de délai minimum ou d'action ou de séance, ou voilà. Il n'y a pas de ce genre de choses. L'objectif aussi de parenthèse, c'est de faire, et de parenthèse et des SAPPH, c'est de faire le lien avec le droit commun. On est là de manière transitoire. Le temps de faire le pont, j'allais dire, avec des partenaires de la petite enfance ou du handicap qui peuvent soutenir les personnes. On vient compléter et relayer. Compléter quand il y a un manque et relayer le temps que les partenaires interviennent. Et évidemment, chose très importante, dans l'environnement de la personne. On prend en compte son quartier, où elle habite, ce qu'elle a comme, j'allais dire outils, comme ressources à disposition, et on fait le point avec elle de ce qu'elle peut utiliser, ce qu'elle peut mettre en usage, en utilisation. On ne se substitue pas donc à d'autres services, que ce soit des services d'aide à domicile, que ce soit des services de PMI, que ce soit des services de réadaptation de matériel. Voilà, on est vraiment en complément. Alors, d'une façon générale, les SAPPH, c'est vrai que c'est difficile un petit peu de savoir qu'est-ce qu'il y a un SAPPH, qu'est-ce qui n'en est pas, qui fait quoi. Il y a plusieurs expérimentations, je pense qu'on reviendra peut-être là-dessus, et puis peut-être avec Fabrice Zurita. Mais voilà, il y a beaucoup d'expérimentations avec des initiatives de professionnels ou de parents. Il y a des associations de parents aussi qui se montent un peu. En tant que professionnels, nous-mêmes, on a des fois du mal à savoir ce qui se fait autour de nous. Même si on est SAPPH, on découvre, nous, dans le Grand Est, des fois par hasard, qu'il y a le SASP, soit un service d'accompagnement à la parentalité à Mulhouse. Voilà, on le découvre un peu par hasard. Alors, eux, ils sont sur la déficience intellectuelle et psychique, mais on se rencontre un peu par hasard. Donc c'est vrai qu'il y a des choses à travailler pour mieux se connaître. Donc c'est vrai que M. Taquet disait à l'ouverture du colloque qu'il y a 6 régions qui ont été nommées à titre expérimental pour faire un appel à projet à titre expérimental de SAPPH, dont notre région, la région Grand Est. Bon, pour l'instant, nous n'avons pas eu accès à cet appel à projet, donc nous allons être très attentifs. Mais en tout cas, on voit bien que sur un territoire, alors, pour l'instant, on parle de région, et région, maintenant, c'est une grande région, donc c'est encore plus compliqué. Mais c'est très difficile de savoir ce qu'il existe en termes de parentalité, de structures de petite enfance, de structures spécifiques dans les handicaps, sur le champ de tous les handicaps. Et c'est vrai que là, je vais faire un petit pont sur mon collègue Fabrice Zurita. Voilà, je passe au relais, puisqu'on compte beaucoup sur les centres ressources régionaux pour nous aider un petit peu à y voir clair et aussi pouvoir travailler ensemble. Et pouvoir nous mettre tous autour d'une table, se dire qui fait quoi, comment, et être plus complémentaires les uns des autres. Voilà, je passe la parole. Merci pour cette transition parfaite, Fatima. Donc Fabrice, on vous laisse la parole. Merci. Oui, j'allais dire quelle transition, Fatima. Franchement, c'est un pont d'or que vous me lancez pour la présentation du centre ressources régional APF France Handicap, une API Normandie, en ce qui concerne le sujet de la vie intime. Je prends mon temps, là, je parle de la vie intime, de la vie affective, de la vie sexuelle
et du soutien à la parentalité. Donc, 4 domaines bien spécifiques où, depuis le comité parentalité, naturellement, on a beaucoup parlé du sujet de la parentalité, mais j'insiste fortement sur la dimension, la dimension pluri du centre ressources que d'évoquer vraiment la place de la vie intime qui a une place extrêmement importante en lien avec les sujets qu'on a abordés, la vie affective, qui est une autre dimension, la vie sexuelle, et la parentalité. Donc, je vais revenir très rapidement sur l'historique de la mise en place du centre ressources. Il y a eu tout un travail qui a été engagé depuis des années avec l'APUI de Dieppe sur le territoire de Seine-Maritime, et qui nous a invités à travailler ensemble, à construire depuis l'existant, et puis à constituer un réseau territorial pour essayer de rendre complémentaires les ressources existantes. Et puis est venu se croiser le sujet national de l'arrivée des centres ressources, et puis on s'est lancé le défi de déployer au-delà du département le partenariat, de l'inscrire au niveau régional avec la région APF France Handicap et puis la région UNAPI. Donc en soi, pas simple, parce que ça représente une bonne vingtaine d'associations, beaucoup de monde, mais ce qui en a fait une force, puisque quand on a l'ambition en fait de développer au niveau régional une thématique, il faut vraiment arriver à construire un travail de réseau qui est extrêmement conséquent, surtout quand il s'agit de travailler sur tout type de handicap. Voilà, tout type de handicap sur la région, tout secteur confondu, ce qui fait qu'on est vraiment sur une masse d'informations, de sujets qui viennent se croiser, avec le millefeuille qu'on vient d'aborder à l'instant, de dire, je pense que très peu d'experts locaux ont connaissance de ce qui existe, ne serait-ce que sur une périphérie de 40 ou 60 km ou un département ou même une agglo. C'est impossible actuellement de lire la complémentarité entre ce qui va être financé par le sanitaire, ce qui va être financé spécifiquement par l'ARS au niveau du médico-social, financé par le conseil départemental, financé par les agglos, les métropoles, les UTAS, les CCAS, l'éducation nationale, depuis une thématique qui peut être commune à l'ensemble. C'est-à-dire qu'on est sur une superposition de moyens existants qui, de mon point de vue, sont sous-exploités parce que méconnus. Donc, comme a fait APF France Handicap, sa thématique principale, c'est l'accessibilité. L'une des missions principales, ça va être l'accès à l'information, l'accès à l'information de l'existant, de manière à pouvoir faire lien entre les besoins identifiés, entre les demandes, entre les attentes, et puis des réponses de proximité existantes, et de construire des réseaux au niveau du territoire, au niveau des territoires. Donc on a bien une dimension régionale, mais depuis la réponse d'appel à candidature qui a été effectuée, on a déjà travaillé sur des questionnements au niveau des attendus par département, d'identifier dans le partenariat de UNAPI et APF France Handicap l'identification des besoins, des attendus, des engagements de conventionnement qu'on va prendre dans le temps, et puis qu'on va construire de manière à le point important, de manière à effectuer un travail de cartographie. Donc voilà, c'est vraiment un travail de recherche qui va être extrêmement conséquent, qui va s'effectuer par territoire, par réseau, depuis notre propre réseau réponse, mais également avec les financeurs, avec l'ARS, de nous communiquer ce qu'eux financent depuis le régional, depuis le département, depuis les différentes instances, de manière à construire ce qu'on met derrière le I de vie intime, le A de vie affective, le S de vie sexuelle, et puis de soutien à la parentalité. Vraiment 4 domaines où on doit demain, et là c'est un travail de projection extrêmement fort,
demain pouvoir dire, depuis une communication que nous on fera, avec un espace unique, parce que c'est extrêmement important d'identifier un espace unique, un espace régional, un site sur lequel, en 3 clics, on doit faire lien entre son questionnement et puis l'identification de réponses qu'on aura de manière proche ou de manière directe. Hein. Sur le sujet du centre ressources, on a une dimension forte de lien sur des réponses de proximité qui peuvent s'inscrire dans le temps, mais qui peuvent être extrêmement ponctuelles quand il s'agit de droit, extrêmement ponctuelles quand il s'agit de liens avec des espaces de formation, de liens avec des espaces de réflexion, de liens avec des expertises qui existent, qu'on peut aborder en direct ou qu'on peut accompagner dans le temps. Donc, les objectifs: ne pas laisser les personnes sans réponse. Les personnes de qui on parle, des personnes en situation de handicap, naturellement, les familles, les aidants, les professionnels. Mais trop souvent, les questions sont envoyées depuis des situations, depuis des contextes, depuis des projections, et de dire à qui je m'adresse. Voilà. Où est-ce que je vais pouvoir aller trouver la réponse? Sur qui je peux m'appuyer? Voilà, on est vraiment sur un site de réseau. Vraiment la force de dire on ne doit pas laisser un questionnement, une situation sans réponse. C'est très ambitieux, mais de dire que la configuration de l'espace régional et de dire on va avoir un centre ressources, on a une force, c'est d'avoir un nombre limité de régions et de pouvoir faire lien par la suite, soit via APF France Handicap depuis le partenariat qui existera au niveau national, depuis le regroupement qu'il nous faut imaginer entre des espaces de réflexion communs au niveau des centres ressources régionaux, pour dire que sur des expertises très spécifiques, on entendait les questionnements par rapport au matériel, par rapport à des thématiques, par rapport à des sujets qui sont un peu plus complexes et qu'on ne trouvera pas forcément en réponse locale, de dire, y compris nationalement, comment on peut construire un réseau qui nous amène à des réponses ou à des espaces de questionnement ou à des informations directes, et de ne surtout pas laisser les personnes sans réponse. Donc, rendre accessibles les moyens, développer localement depuis le maillage qu'on doit construire les sujets qu'on a évoqués, et là aussi faire lien. On évoquait au niveau du SAPPH la thématique. J'ai identifié localement le planning familial qui vient de mettre en place un chargé de coordination sur le réseau santé sexuelle. On vient de trouver depuis le département un dispositif parentalité. Je prends cet exemple-là pour dire qu'en même pas 6 mois, on a la thématique qui vient de prendre 4 feuilles supplémentaires. Et Fabrice, Donc, je oui. te demande de clôturer rapidement pour que l'ensemble des personnes puissent intervenir. J'avais mis mon chrono, il me restait 2 minutes. Oh mince alors, moi je m'étais dit à 18h, mais écoute, peut-être que mon chrono se trompe. Je fais court, et puis je vais naturellement laisser la parole. La mise en lien local, c'est de dire que par territoire, on doit organiser des rencontres par thématique. Faire lien entre les différents réseaux existants pour ne pas faire doublon. Et je pense que les financeurs sont très intéressés par cette approche de dire, depuis la cartographie, on veut mettre en place une complémentarité et éviter une multiplication de démarches déjà existantes. Et je pense que tout le monde doit s'y retrouver sur le sujet, depuis des réponses complémentaires, depuis des réflexions complémentaires, depuis des colloques qui seront travaillés ensemble, et voilà, absolument d'aller sur cette dimension de je lis, j'identifie, je peux faire lien, je peux rendre complémentaire, et puis je peux rendre accessibles les éléments d'information sur toutes les thématiques qu'on a évoquées tout à l'heure, et ne plus laisser les personnes sans réponse sur le sujet. Voilà. N'hésitez pas à mettre toutes vos réflexions dans le chat.
de lever la main. C'est votre espace, donc exprimez-vous. On attend de vous en tout cas, et on serait ravis d'entendre toutes vos remarques. Laura? Oui, bah, merci beaucoup pour ces éléments et qui font vraiment écho à ce qu'on entend depuis le début de ce colloque, et notamment sur ce souci d'identifier la bonne ressource, le bon professionnel, et avec ce questionnement, est-ce qu'au final, voilà, c'est un souci d'identification ou il n'y a pas cette ressource sur le territoire. On a vraiment vu voilà, cet enjeu tout au long du colloque. Donc, ce qui est présenté fait bien écho à ces échanges. Donc voilà, n'hésitez pas à prendre la parole sur ces sujets. Et on avait donc une première prise de parole de Céline Poulet qui souhaite peut-être voilà, préciser ce qui Madame, vient d'être dit. On vous laisse la parole. Madame Ça va Poulet, être- alors Vous Céline, m'entendez? Madame Poulet, juste une petite chose de précision, parce que je sais que vous voulez, mais on a une question qui nous demande si les SAPPH sont aussi implantés à La Réunion, et donc on vous demandera peut-être de compléter cette question-là, si vous le voulez bien. J'ai vu. C'est bien pour ça que je vais prendre la parole, parce que je pense qu'il y a pas mal d'éléments, peut-être de bien redéfinir aussi l'architecture de ce qui a été fait à partir en fait des initiatives locales. Aujourd'hui, en termes de pouvoir de politique publique sur à la fois la vie intime, affective et sexuelle et le soutien à la parentalité, on a en définitive un triptyque en définitive. On a les centres ressources sur lesquels il y a eu un gros travail avec les associations à partir des projets pilotes qui avaient été mis en place. Donc, il y a un cadre de référence, un cahier des charges sur les centres ressources qui a été déployé avec les agences régionales de santé, qui ont donc lancé des appels à candidature. Et aujourd'hui, en métropole, on est à peu près à, on va arriver quasiment aux 13 centres ressources à la vie affective, intime et sexuelle. Et on est en train d'y travailler dans les DROMCOM, en Guyane et à La Réunion. Donc voilà. Et ensuite, on est en train de faire le tour de la Martinique, Guadeloupe, Mayotte, pour qu'on ait vraiment un centre ressources partout implanté dans les régions. Et merci beaucoup à Fabrice Zurica qui met en lumière la perspective que l'on a. C'est pas parce qu'on a mis, comme dire, on est content de nous parce que ça y est, on a l'appel à candidature, il y a des centres ressources, ceux qui sont mis en place et on le voit fonctionnent très bien. Il faut une animation nationale. Il faut une animation nationale de ces centres ressources pour qu'à un moment donné, on échange les outils pour ne pas refaire l'outil du centre ressources dans son coin, etc. On va avoir besoin. Donc, on va proposer début avril une réunion de l'ensemble des porteurs des centres ressources au niveau du SGCIH, avec en lien la DGCS et la CNSA, excusez-moi des sigles, donc la Caisse nationale de solidarité et de l'autonomie et la Direction générale de la cohésion sociale, tous ensemble avec des ARS, des agences régionales de santé, pour qu'ensemble, en fait, on fasse bien le point, qu'on regarde les outils dont vous avez besoin pour aller aussi plus loin sur les pratiques, les indicateurs que vous allez nous donner aussi pour pouvoir savoir qui s'adresse à vous, comment on peut réorienter aussi, voilà, système d'information, est-ce qu'il faut à un moment donné, voilà, donc des outils de communication pour se faire connaître, voilà, donc voilà, ça c'est un pivot. Le deuxième pivot qu'on a mis en place parce qu'on savait, parce qu'on a participé au comité parentalité, vous savez que les SAPPH sont des clés pour le soutien à la parentalité. Alors, juste là, c'est pour ça que je veux être très claire et claire. Il y a eu 6 projets pilotes, pas des expérimentations, attention, 6 projets pilotes qui ont été lancés par des ARS dans le cadre de ce qu'on appelle des crédits non reconductibles. D'accord ? À partir et on a testé le fameux cadre de référence. C'est pour ça que Mme Bassos, je reviens là-dessus. Aujourd'hui, on sait ce qu'on souhaite implanter sur les territoires. On a un cadre de référence qui a été travaillé collectivement avec les parents en situation de handicap, avec les agences régionales de santé, avec les professionnels. Et donc, ensemble, on a bâti ce cadre de référence. Et on a été le tester auprès d'agences régionales de santé pour voir si j'y comprenais quelque chose déjà, voir comment ça se coordonnait avec les centres ressources, ce dont ils avaient besoin, et surtout, comment ça s'inscrivait dans la dynamique des 1000 premiers jours, où là aussi, nous avons beaucoup d'actions sur les réseaux périnatalité, et on ne voulait surtout pas faire doublon. Donc, on l'a testé pendant quelques mois, et on a réuni les agences régionales de santé, on leur a dit, est-ce qu'il faut bouger le cadre de référence ou pas, ou est-ce que c'est... Ils nous ont dit, c'est OK. Donc, dans le
cadre de la loi de financement de la sécurité sociale, on a une mesure nouvelle. Ce qu'on appelle une mesure nouvelle, c'est un financement pour ces fameux SAPPH. Et donc, dans la circulaire budgétaire qui arrive, c'est un peu technique, mais c'est hyper important pour ceux qui sont là, eh bien, il va y avoir la projection financière avec le cadre de référence. Donc, il y aura des appels à candidature qui doivent aujourd'hui être collectifs. C'est-à-dire là où on a plein de petits SAPPH dans tous les coins, il faut faire un gros SAPPH. Ou alors des petits SAPPH qui sont coordonnés entre les autres. C'est ça l'objectif, en définitive, de cette structuration qui part évidemment de vos initiatives. On n'est pas parti, vous savez, nous, on n'invente rien. Hein. On prend ce que vous faites et ensuite, on en fait de la politique publique. Voilà, donc c'est notre rôle, je dirais, c'est un peu la petite plus-value que nous avons. Et donc voilà, donc ça va s'implanter. Donc on va suivre très très près, je préfère vous dire, le déploiement de ces dispositifs, parce qu'il faut le suivre, parce qu'on a vu aussi qu'il faut suivre les agences régionales de santé sur ce champ-là. Et ce qui est très important, c'est que le SAPPH, c'est un peu compliqué pour les ARS, parce qu'à la fois, ça relève de l'autonomie, vous voyez, personnes en situation de handicap, mais ça relève aussi du côté petite enfance. Donc, il va falloir faire bosser les deux ensemble. Et on sait que dans une agence régionale de santé, ce n'est pas toujours évident. Donc, c'est un challenge hyper intéressant. On va avoir besoin d'une mobilisation des acteurs. Et comme le disait M. Zurika, il va falloir être interassociatif et pour être très productif dans la proposition qui va être faite. Et donc, je vous invite à suivre de très près. Moi, je suis à votre disposition complètement pour répondre aux questions techniques. Et pour répondre à Isabelle, eh bien, pour l'instant, il n'y en a pas à La Réunion, puisqu'en fait, il y a un centre ressources, par contre, à La Réunion, qui se met en place. Par contre, ils attendent tous, en définitive, les financements pour mettre en place ces fameux dispositifs de soutien à la périnatalité, à la parentalité, parce que là, et vous l'avez dit, Madame Bastos, il faut des financements pour faire quelque chose, un travail qui soit un vrai travail intéressant et inscrit dans la durée, donc qui ne s'inscrit pas dans des projets expérimentaux. Voilà. Si j'en arrête là, mais je voulais vraiment que ça soit que le cadre soit posé. Voilà. Ah, voilà, on entend des enfants, c'est exactement ce. Il y a encore une petite question. Quel déploiement territorial pour les centres de ressources et SAPPH afin de garantir l'accès à des services de proximité? Pour les personnes qui attendent, eh bien, on va vous donner la parole aussi. Et Betty, j'ai vu votre question et je vous invite à lever la main. Je pense qu'elle est très intéressante et ce serait bien que vous la posiez vous-même, si vous le souhaitez en tout cas. Céline, tu as possibilité de répondre à cette question ou Fatima, Clément? L'objectif, c'est un centre ressources à la vie intime, affective et sexuelle et soutien à la parentalité. Ce que dit M. Zurika est très important sur le fait qu'on peut avoir une vie sexuelle et ne pas avoir envie d'être parent. Donc c'est pour ça aussi qu'il y a, on met le et soutien à la parentalité après, parce que sinon, c'est pas, j'appelle pas le centre ressources pour pouvoir être parent, c'est pas que ça, hein, voilà. Donc c'est très important de bien distinguer, il faut avoir une vie sexuelle sans pouvoir être parent. Et c'est normal, voilà. Donc ça, c'est très important. L'objectif en politique publique, c'est d'avoir un centre ressources à la vie intime, affective et sexuelle par région et un SAPPH par région. Voilà. Et évidemment, je sais que vous avez beaucoup discuté sur la PCH parentalité, hein, la prestation de compensation handicap avec le volet parentalité, qui vient s'ajouter un élément très important et que, comment dire, il faut que vous vous intégriez, même si ça s'intègre, le SAPPH s'inscrit dans les 1000 premiers jours, il dépasse l'âge des 1000 premiers jours pour l'enfant et il dépasse les 7 ans. C'est-à-dire que je suis parent d'un ado de 16 ans, je peux m'adresser à un SAPPH. On a voulu éviter, vous voyez, de couper en morceaux, comme on a l'habitude de le faire en politique publique, en fonction des dispositifs. Donc, on sait un peu, voilà, on leur a dit, bon, c'est bon, d'accord, il y a les 1000 premiers jours, les machins, les trucs, mais là, pour le coup, donc, imaginons que demain, vous avez une PCH parentalité qui s'arrête à 7 ans aujourd'hui, hein, elle pourra évoluer demain, mais pour l'instant, c'est comme ça. Il y aura quand même un réseau organisé qui est le SAPPH qui peut prendre aussi à un moment donné le relais. C'est extrêmement important et dans l'attente aussi, parce qu'on le sait que sur la PCH parentalité, on a encore des personnes qui ne peuvent pas en bénéficier puisqu'ils n'ont pas la PCH et l'humaine, ben c'est pareil, il y a quand même le réseau du SAPPH. C'est pour ça qu'on va accélérer aussi la mise en place pour qu'on ait une offre, comme vous le disiez parfaitement bien, Mme Bastos et M. Zurika, parce qu'on ne peut pas laisser les personnes sans aucune réponse. Gérer les personnes, les aidants, et les professionnels, M. Zurika l'a bien dit, parce que les professionnels sont quelquefois en très grande difficulté aussi sur ces sujets-là. Et donc, c'est vraiment extrêmement important.
Et après, on a, juste, je termine, je ne veux pas être très longue, mais le cadre de référence du SAPPH, il est, comment dire, en fait, on ne donne pas un mode d'organisation aux agences régionales de santé. On ne dit pas, c'est un seul sur l'ensemble du territoire. Donc, il y en a un par région, mais ça peut être un par région avec des antennes pour être en proximité. Vous voyez, on ne donne pas, ce n'est pas nous qui allons dire, il faut faire un seul en Île-de-France, par exemple. Non, c'est aux agences régionales de santé, avec les opérateurs, d'inventer ce qui colle le plus au territoire. Nouvelle-Aquitaine, par exemple, vous avez vu, la région est hyper étendue, et nous ont dit, on fera plusieurs antennes. Impossible d'en faire un. Guyane, ils m'ont dit, ils ont des problèmes aussi, par exemple, de mobilité. Là, ce n'est pas des problèmes de mobilité, c'est des problèmes de pirogue, où ils doivent, voilà, et on en sourit, mais c'est extrêmement important, c'est très difficile d'accès. Donc, eux, c'est pareil, ils doivent imaginer d'autres modalités. Donc, le cadre de référence, il fixe les prestations attendues pour que tout le monde ait les mêmes prestations, mais par contre, il ne fixe pas l'organisation en tant que tel. Donc, c'est aux opérateurs et aux ARS de réfléchir en souplesse à ce qui est le plus intéressant dans la réponse de proximité. Voilà. Merci. C'est vraiment très complet et en plus, on constate que ce sont bien l'ensemble des régions et pas que celles de l'Hexagone qui sont prises en compte. Et ça, c'est très important. Alors, Mathilde a levé la main. J'ai vu que Karen l'avait levée, qu'elle l'a rebaissée. Si elle souhaite, elle peut toujours la relever. Et ensuite, Betty pourra poser sa question ou nous amener de réflexion, ce qui est encore plus intéressant, je pense. Donc, Mathilde. Oui, bonjour, Mathilde Bibouda, je suis la directrice du CREAI Bourgogne-Franche-Comté. Et en fait, donc, je suis avec Nastasia Monchicourt. En Bourgogne-Franche-Comté, le CREAI est porteur du centre ressources régionales, avec bien sûr d'autres partenaires, à savoir un centre de planification, la Mutualité française, mais aussi l'APF, la FTC, l'association Nous aussi. Enfin voilà, il y a plein d'acteurs, c'est bien sûr multipartenarial. Simplement, j'ai l'impression, des informations que j'ai eues aussi de notre fédération, qu'on est l'une des régions qui a commencé le plus tôt. Alors, on est vraiment ravis déjà d'entendre aussi un premier retour d'expérience de collègues ou de futurs collègues. Mais je voulais insister par rapport à ce que vous avez dit, Madame Poulet, et aller dans votre sens, du fait qu'on est très en attente de cette première rencontre. Donc, c'est bien si c'est en avril, le plus tôt sera le mieux. Parce qu'on a aussi des questions déjà très concrètes qui émanent du comité de pilotage. Par exemple, comment on l'appelle ce centre ressources? Parce que centre ressources, vie intime, amoureuse, sexualité, parentalité, soutien des personnes handicapées, c'est un petit peu long. Mais du coup, on a freiné chez nous le brainstorming, tout ça, parce qu'on s'est dit que ça serait quand même peut-être plus pertinent qu'il y ait un nom pour tout le monde, hein, le même, avec une déclinaison dans les régions. Pareil, du côté du système d'information, nous, on a un site internet qui s'appelle vas-handicap.fr. Alors, sans doute qu'on pourra l'enrichir par les données qu'on va collecter dans le cadre du travail que font aussi les collègues et qu'on fait tous, je pense, sur recueillir l'existant, la partie annuaire, mais peut-être aussi là qu'il serait pertinent qu'au niveau national, il y ait un site dédié et qu'on ne s'épuise pas chacun de notre côté à rechercher les mêmes auteurs, les mêmes ouvrages, voilà, tout ça. Bien sûr, il y a des ressources typiquement locales, mais d'autres qu'on pourra efficacement partager. Je pense que c'est l'état d'esprit aussi. Et puis, peut-être vous dire que la direction dans laquelle on part, parce que je vois aussi des questions sur le déploiement territorial, l'accueil, l'accompagnement des personnes. On n'y est pas tout de suite, mais c'est la troisième étape du centre ressources, donc ça va quand même venir assez vite. Et la direction qu'on prend est plutôt celle de s'appuyer sur les centres de planification et d'éducation familiale, parce que ce sont des acteurs du droit commun, parce qu'ils ont cette fonction, ces missions, ces professionnels qui sont spécialistes des questions de sexualité, de parentalité, de vie intime, etc. Par contre, c'est vrai que les premiers retours qu'on a de ces centres de planification, qu'ils soient associatifs ou autres, rattachés à des conseils départementaux, enfin, quel que soit leur statut, c'est déjà, ils n'en sont pas au même stade. Donc, en termes de formation, ils sont volontaires, je pense, pour accueillir, accompagner ces personnes. Ça fait partie de leur mission, mais
ils sont pour certains un peu démunis, un peu dépourvus, ne sachant pas forcément trop comment s'y prendre, en besoin de formation aussi, et puis en besoin de moyens, temps humain, pour pouvoir aussi correctement se rendre plus inclusif, être en capacité d'accueillir, d'accompagner toutes les personnes, qu'elles soient en situation de handicap ou non. Donc voilà, j'en profitais d'avoir la parole pour dire que peut-être il pourrait y avoir là aussi au niveau national, enfin on le voit en région, ils ne sont pas structurés, les centres de planification, je pense que c'est des bons interlocuteurs, mais ils ne sont pas structurés, eux-mêmes ne se connaissent pas forcément sur un département, sur une région, et alors encore moins au niveau national. Et du coup, c'est vrai que si on pouvait les mettre assez vite dans la boucle. Et puis aussi, j'en profite, sur le niveau national, il y aura la question aussi de la formation initiale des médecins généralistes, des gynécologues, tout ça, sur ces thématiques. Donc voilà, je pense que, en tout cas, on ne manque pas d'idées. On sera présent sur cette réunion. Et merci voilà, aux collègues pour ces présentations. C'est rassurant. Merci, merci beaucoup à vous pour ces éléments. Et on ne peut que vous rejoindre effectivement sur toute la pertinence et le caractère indispensable de ces réunions et de ce travail au niveau national. C'est effectivement voilà, toute cette logique de mettre en commun et de veiller voilà, aussi à cet échange entre les centres ressources. C'est une logique qui avait été appelée par le comité parentalité. Et donc, on se tient naturellement aussi à votre disposition pour participer à ce travail. On sera invité, Céline. On sera invité. C'est Julia qui parle. Je réfléchis. Oui, en fait, comme dire très, très clairement, ça sera un travail collectif. En fait, on a un groupe de travail. Je vous dis tout, en toute transparence. En fait, on a un groupe de travail qui s'appelle le groupe de travail Grenelle, handicap, qui est un groupe de travail qui est constitué et qui a travaillé sur le cahier des charges centres ressources, qui a travaillé sur l'instruction à destination des ESMS sur les violences faites à l'encontre des femmes et sur les enfants, qui a travaillé également sur le SAPPH. Bref, c'est un groupe de travail qui est là. Évidemment, il y en a beaucoup ici qui participent en direct. Évidemment, ça se fera sous l'égide de ce groupe de travail. Ce n'est pas le SGCIA, ça se fera sous l'égide de ce groupe de travail, justement pour continuer en fait, à co-construire et à avancer. Et je rebondis, Madame Bibouda, sur ce que vous disiez. Il y a un élément extrêmement important à mettre là-dedans, c'est les outils, la boîte à outils. Si on voit en fait beaucoup, on est toujours en train de recréer des outils en fait, et on ne connaît pas l'outil qui a été déployé ailleurs. Donc, il faut vraiment qu'on arrive à un moment donné à être extrêmement vigilant sur ne pas redévelopper avec un mécénat l'outil bidule alors qu'il y a déjà l'outil machin. Voilà. Donc, ça aussi, ça va être extrêmement important. Et on a déjà, nous, pris contact avec la Confédération des plannings familiaux, avec qui on travaille beaucoup sur les violences. Voilà, c'est un autre sujet sur lequel on est beaucoup dessus. Et donc, on les a déjà embarqués, en fait, dans la réflexion. Ils seront évidemment avec nous, je pense, dans le groupe de travail pour tricoter de manière beaucoup plus fine, en fait, les partenariats qui sont en train de se décliner. Il faut savoir qu'au niveau national, ils ont un programme qui est financé par la Direction générale de la cohésion sociale qui s'appelle Handicap et alors. Et donc, certains plannings familiaux dans certaines régions sont très formés, en fait, sur le handicap. Et d'autres, dans d'autres régions, ne sont pas du tout formés. Donc, c'est comment aussi on donne un coup de pouce, en fait, à ces plannings familiaux pour que leurs professionnels soient formés et que ça soit vraiment un relais, en définitive, à la fois, d'ailleurs, pour les centres ressources, mais également pour le SAPPH. Donc, on voit comment les choses, en fait, sont en train de se tisser avec les acteurs. Et c'est tout l'objectif de ces réunions qui seront très riches d'intelligence collective. Merci. Laura, tu veux donner à Betty, on donne la parole à Betty. Oui, il y avait aussi, et après, il y avait Karen. Karen. Sur le chat, il y a plein de réflexions intéressantes. Alors, Annick, Evelyne, Fiametta, je vous invite à lever la main et à nous dire vous-même ce que vous avez à dire, parce que ça sera de toute façon beaucoup plus intéressant que si c'est moi qui le dis. Betty ? Oui, bonsoir. Donc, Betty Molin, je travaille au planning familial donc à Lyon.
Et je suis donc aussi référente, je fais partie du groupe de travail national dont Madame Poulet a parlé, donc qui coordonne le programme Handicapés alors. Voilà. Et il se trouve que je suis également coordinatrice du centre ressources et c'est à ce titre que je souhaite intervenir. Donc le centre ressources de la région Auvergne-Rhône-Alpes, porté par la Fédération régionale du planning familial. De Monsieur Zurita concernant les rencontres départementales. Nous, on a donc fait déjà des rencontres en interne, c'est-à-dire avec nos associations départementales pour voir comment comment chacune d'elles allait s'impliquer dans la mise en place de ce projet, mais on a fait également une rencontre avec les différents partenaires. Alors bien évidemment, ils n'étaient pas tous présents à cette première réunion, mais la question qui s'est posée tout de suite, c'est comment on va permettre aux personnes concernées et à leur entourage justement de pouvoir prendre la place qui leur revient justement dans le cadre de ces rencontres, de ces échanges. Parce qu'on a l'habitude de travailler entre professionnels, avec les organismes gestionnaires, etc., puisque c'est nos partenaires dans le cadre du travail que l'on fait sur le terrain. Mais les personnes concernées, comment on va aller les chercher? Il y a celles qui sont en établissement et puis il y a aussi les autres qui vivent de manière autonome. Voilà. Donc moi, j'aimerais bien, et c'est vrai que cette première rencontre qui aura lieu au niveau national, je pense que elle sera la bienvenue justement pour pouvoir partager les difficultés que l'on rencontre également. Voilà. Fabrice, votre micro est fermé. Oui. Excusez-moi. On vous écoute. Oui, sur le sujet important de la pérédance. On a vraiment cette approche à la fois dans la construction, à la fois dans la mise en relation au niveau des réseaux, surtout de ne pas être dans un entre-soi d'experts et de pouvoir. Alors c'est un peu plus facile depuis APF France Handicap avec la dimension militante de personnes qui peuvent s'investir et qui s'investissent déjà en tant qu'adhérents, de faire participer, ce qui est plus complexe en fonction du public concerné, en fonction des contextes. Mais pour autant, il y a cette vraie logique de faire lien avec les différentes représentations. Et puis surtout, ce qui n'a pas été évoqué sur cette thématique, de reprendre aussi avec la circulaire du 5 juillet 2021, qui vient vraiment comme un appui support de transformation. C'est-à-dire qu'il y avait l'avant pour moi et l'après 5 juillet 2021 et qui est un appui considérable pour nous. Quand on a commencé la réponse en amont de la circulaire. Quand la circulaire est tombée, on avait l'impression d'avoir notre sommaire, entre guillemets, surtout sur la configuration SMS. Mais il y a vraiment une stratégie, une construction et une place extrêmement forte à la formation aussi, qu'on n'a pas évoquée, et qu'on doit prendre en compte et qu'on doit absolument structurer parce que il y a des ambitions fortes au niveau de la formation, sur la place du référent, quelle place prend le référent dans les structures, dans les services et dans la construction du maillage. Mais sur la dimension de pérédance, c'est un vrai défi et qui a toujours été existant et qui restera toujours existant, mais il y a différents supports qui peuvent exister, qui peuvent être partagés. Les supports vidéo, les témoignages, depuis la communication, quand on évoque la communication, quand on évoque la présentation depuis les centres ressources de ce qui existe à droite, à gauche, on peut utiliser X supports. Les projets de service qui font 150 pages, c'est plus d'actualité. Voilà. Les supports de communication, de présentation vidéo, toutes les nouveaux supports existants peuvent permettre de responsabiliser personnes, de s'investir dans la thématique et puis de témoigner de manière structurée, de manière préparée, et puis de pouvoir s'investir dans la projection dans le temps, mais on sera toujours limité avec la bonne volonté de chacun de participer ou non à cette thématique-là en fonction d'eux. Mais je trouve que c'est vraiment un outil extrêmement important et intéressant de valorisation
et qui fait lien avec X sujets, dont l'habitat inclusif. Voilà, des différents témoignages, si on travaille sur la vie intime, sur la construction de parcours de vie. Il y a beaucoup de transversalité qui peuvent se faire avec les thématiques du moment. Eh bien, merci Fabrice, merci Betty. Karen? Alors, Karen, dans l'immédiat, on ne vous entend pas. Est-ce que votre micro est ouvert? Oui, il est fermé. Alors, on va peut-être... Autoriser le micro, je pense que ça devrait... Voilà, c'est bon. Karen, bon. Voilà, en fait, vous me l'avez fermé, j'arrivais plus à l'ouvrir. Désolée. Désolée. Du coup, moi j'ai une petite question. Bonjour Céline. J'ai une petite question par rapport justement à l'expertise d'usage, parce que je vous entends et moi ce qui est important c'est de se dire que la personne concernée elle a son expertise d'usage et c'est bien de la mettre, on va dire, dans le dispositif, parce que pour moi c'est très très important. Et une deuxième chose, est-ce que vous faites le lien, alors moi je parle côté citoyenneté, puisque j'entends que c'est région, mais est-ce que vous faites le lien côté proximité avec le territoire? Alors moi je pense aux crèches, je pense également aux maternités, puisque on est avant tout des citoyens, mais avec notre singularité, et on veut sortir de la maternité avec tout ce qui va avec. Voilà, c'était une question. Puisque en même temps, je pense que maintenant on a des demandes, enfin, notamment sur les maternités territoriales, même s'il n'en reste pas beaucoup, il y a énormément de demandes et ils sont relativement démunis pour accompagner pour la suite. Donc je voulais savoir si éventuellement il y avait des conventions ou des partenariats au niveau territorial. Merci. Juste si je peux répondre 2 minutes. 1 sur l'accompagnement par les pairs, donc PAI-RS, c'est intégré dans les cahiers des charges à la fois des centres ressources à la vie intime, affective et sexuelle et soutien à la parentalité et dans le cahier des charges des SAPPH. Donc c'est un point incontournable. C'est-à-dire que même au niveau de la gouvernance même des dispositifs, il faut que la personne, son expertise, soit, comment dire, voilà. Donc ça, c'est vraiment, c'est pas une option en définitive, et ça fait partie des critères en définitive de sélection des projets, donc sont retenus ceux sur lesquels on est sûr que l'expertise d'usage sera valorisée et que au sein même en fait du SAPPH, il peut y avoir aussi des échanges entre aidants. C'est extrêmement important que les parents puissent se parler parce que souvent les parents, ils ont des solutions auxquelles on ne pense absolument pas et c'est cette expertise-là qu'il faut aller chercher. Le lien avec les maternités, les PMI, etc., doivent être travaillés de concert avec tous les dispositifs petite enfance qui montent en gamme dans le cadre des 1000 premiers jours. Je trouve que c'est très important parce que les 1000 premiers jours ont embarqué la question du handicap dans l'ensemble des dispositifs. Alors, parents en situation de handicap et avec un enfant en situation de handicap, etc. Donc, à chaque fois, les deux sont bien imbriqués. Nouvelle-Aquitaine, par exemple, eux, leur centre, leur SAPPH, ils vont complètement l'introduire dans leur stratégie de maternité où il y a un référent handicap dans les maternités. Et donc, évidemment, voilà. Et en fonction, le Corse, eux, ils sont plutôt sur des réseaux de périnatalité, mais de droit commun. Ils ne recréent pas un réseau spécial, etc. Et donc, c'est ça la montée. Et je pense que le challenge, et moi, je voudrais vous entendre, c'est on est en train de challenger justement l'équipe des 1000 premiers jours sur la suite. Voilà, on est content, on a fait des trucs, bon bref, bon voilà. Ça va être quoi derrière? Et derrière, moi, je pense véritablement qu'on doit avoir une ambition de monter en fait d'un pas, 2 pas les dispositifs de droit commun qui ne le sont pas encore. Alors les crèches ont fait beaucoup d'efforts parce qu'il y a le bonus inclusion. Hein. L'argent fait quand même pousse les équipes à s'améliorer. Donc derrière, mais ça va être le challenge aussi du SAPPH. On nous a souvent dit, mais pourquoi vous mettez un SAPPH alors qu'il y a des dispositifs de droit commun? Parce que justement, si on attend que les dispositifs de droit commun se mettent en place, on va attendre 20 ans. Donc il faut d'abord avoir un dispositif qui est un peu plus spécialisé, qui va aider à la montée en compétence des dispositifs de droit commun. Et puis peut-être qu'un jour, on n'aura plus besoin de la SAPPH. Mais aujourd'hui, pour accélérer en définitive, parce qu'on a beaucoup de retard sur la parentalité des parents en situation de handicap, eh bien, on crée ce dispositif qui a vocation, et je pense que Mme Bastos a très très bien dit dans ce qu'elle a dit, c'est on ne crée pas un dispositif fermé,
c'est un dispositif ouvert. C'est-à-dire qu'en fait, vous voyez un petit peu la pieuvre. Bon, voilà. La pieuvre, elle s'intègre en fait à l'intérieur de l'ensemble des dispositifs. Ce n'est pas pour recréer, en définitive, c'est justement pour travailler ensemble. Le lien, par exemple, avec la CNAF est extrêmement important puisque la CNAF finance aussi des dispositifs de soutien à la parentalité et également sur le champ du handicap. Donc, on ne va pas les redévelopper dans notre coin. Pareil, les puéricultech, ils ont envie aussi de pouvoir travailler sur les puéricultech. Alors, ce n'est pas la peine d'avoir des énergies complètement éclatées. Réunissons les énergies pour faire en fait ensemble ces dispositifs. Et donc, c'est l'objectif des SAPPH aujourd'hui. Ce n'est pas refaire du spécialisé pour le spécialisé, c'est au contraire, c'est de faire aussi, de répondre aux urgences quand il n'y a personne, mais aussi et surtout, ce que Mme Bassot l'a dit très bien, c'est de monter en compétence les autres dispositifs. Voilà, de faire monter en compétence. Voilà. Et donc, oui, l'accompagnement par les pairs, hein, tu sais que j'y suis extrêmement attachée. Et oui, bien sûr, c'est un maillage, on va travailler dans le maillage territorial. C'est pour ça que je vous ai expliqué les 3 petites pierres qu'on a mis, le centre ressources, le SCPH, le PCH parentalité, tout ça, ça doit fonctionner. Je ne dis pas que ça va fonctionner d'un air magique, mais on voit aujourd'hui déjà que l'intelligence des territoires et des acteurs sont en route. Et voilà. Je vais répondre juste à oui, je suis complètement d'accord. Je ne sais pas qui a mis le petit commentaire là, sur les 57 000 €, ce n'est pas grand-chose pour les centres ressources. Entièrement d'accord. Entièrement d'accord. Ça va être aussi nos travaux d'avenir. Nos travaux d'avenir, c'est de dire, bon, ça fonctionne, parce que tout le monde n'y croit pas hein, au centre ressources vie affective, intime et sexuelle et soutien parental. Tout le monde nous a dit, pourquoi encore des centres de ressources spécifiques, gna, gna, gna. Voilà, c'est montrer en quoi ça répond à quel besoin. C'est pour ça, M. Jurica, ça va être important aussi de regarder les indicateurs, parce que derrière, si on cherche des financements complémentaires, il faut venir avec des indicateurs, c'est-à-dire que c'est un service à tel et à tel, ça évite telle et telle chose, et on le sait sur le SAPPH, on le sait aussi sur les centres, mais à nous d'en faire la preuve pour aller chercher des enveloppes complémentaires. Sur le SAPPH, l'enveloppe est importante, hein, c'est une mesure nouvelle, c'est important, les SAPPH seront dotés convenablement. Ce qui n'est pas forcément vrai des centres ressources, mais à nous d'inscrire ça dans notre agenda. Et ça va être tout, je veux dire, le challenge de l'après-installation des centres ressources. On a bien l'intention de valoriser l'existant, mais je tiens à signaler que, pour exemple, sur le département 76, les appels à projets, les appels à candidature qui ont été levés sur les dispositifs parentalité, obligés les dispositifs parentalité, il y avait une enveloppe de 25 000 € qui doit être partagée avec le centre ressources depuis voilà, une communication, des réflexions ou des colloques qui doivent être travaillés en commun. C'est-à-dire qu'avec nous, de notre côté, avec chaque département, de valoriser l'intérêt du centre ressources en termes de partenariat et de nous associer en même temps à des cofinancements qui évitent des doublons aussi là, de réflexion ou de prise d'information sur des thématiques qui vont faire récurrence, alors que sur cette dimension de complémentarité, puisqu'on travaille en partenariat sans réflexion et qu'on n'a pas le choix sur le sujet, si on veut que ce soit pertinent, il y a des montages qui peuvent se faire, y compris au niveau des locaux. Je prends l'exemple sur le sujet de Rouen. La première chose, je suis allé voir le planning familial, je suis allé voir mon collègue de la RED et de dire on va travailler sur une thématique extrêmement commune. Pourquoi ne pas partager nos espaces pour favoriser, entre guillemets, la proximité ensemble et de dire, je ne veux pas qu'on parle de guichet unique parce que de toute façon c'est régional, mais il y a une réflexion de fond à avoir, y compris très logistique, et de dire que si on veut travailler la proximité, on peut aussi travailler en toute intelligence sur l'hyper-proximité qui va favoriser le lien entre et la complémentarité entre les services et les prestations, quoi. Mais, je me permets une toute petite intervention. Je grille la file d'attente, pardonne-moi, Laura. Non, Madame la secrétaire générale, Kevin, 22 ans. Je pensais que vous avez détaillé toute, et ça, je n'ai aucun doute là-dessus, votre envie de père aidance, d'intégrer les participants, les usagers, les familles au pilotage des structures, l'envie d'un pilotage national. Et moi, je me dis, est-ce que ce ne serait pas une bonne idée aussi d'imaginer des regroupements, des familles qui
participent au pilotage de ces structures entre eux pour éviter qu'il puisse y avoir, à un moment donné, j'ai lu dans le chat, mais parfois c'est des participations à Libye et tout, pour leur donner de la force de représentation au sein de leur structure, de faire une espèce de conseil, de réunion, de formation, d'agréger comme ça les pairs ensemble pour qu'ils se disent mais quoi, toi tu leur dis pas, nous on a obtenu ça, etc., pour être sûr que les gens se fassent bien entendre. Qu'est-ce que vous en penseriez, Madame la Secrétaire Générale? Et vous êtes enregistrée, hein, la Secrétaire Générale, donc tout ce que vous direz. Non, c'est une piste, c'est une piste extrêmement intéressante. Hein. Je pense que c'est vraiment. Moi, je viens là aussi pour écouter toutes les pistes que vous avez à mettre. On n'est pas dans une autosatisfaction de dire on a fait des dispositifs, ils sont formidables, tout est dans le cadre de référence. Voilà, maintenant qu'est-ce qu'on fait après? Et ça peut être une piste qu'on envisage ensemble, sur lesquelles on réfléchit ensemble, pour ne pas juste. Parce que derrière, il faut qu'on soit très pragmatique en fait dans l'approche que l'on a en fait de la participation des personnes, d'expertise en fait. C'est pas juste dire on fait l'expertise et puis c'est très bien, on donne la parole une fois de temps en temps à un parent. C'est comment en définitive on le fait vivre. Ça veut dire qu'à un moment donné aussi on se met à hauteur aussi des parents en termes de compréhension des choses. On a des parents qui sont pas communicants, d'accord, verbalement. Est-ce qu'on a des outils de communication pour faire participer tout le monde? On a des personnes qui sont sourdes. Est-ce qu'on a forcément la LSF qui est là, ou la transcription écrite? Voilà. Donc la participation des personnes, c'est un sujet à part entière sur lesquels on ne peut pas juste dire ah bah oui c'est formidable, on va le faire. C'est derrière, de manière pratico-pratique, comment on le met en place, quels sont nos axes et comment on s'engage collectivement à ce que toutes les réunions soient accessibles. Voilà. Comment on parle simple. Parce que là, je pense que peut-être qu'un parent qui nous suivrait, qui a des difficultés de compréhension, ne nous suivrait pas, mais moi-même, parce que moi, je parle aussi en code, en machin, je suis complètement, je me mets dans le lot. Donc voilà, donc la participation de Fabrice, la secrétaire générale qui est à fond pour, mais pas juste pour mettre, juste on fait de la participation, c'est formidable, l'expertise des usages des personnes, c'est formidable. Derrière, concrètement, qu'est-ce qu'on met derrière? C'est la charte, en définitive, de la participation. On met derrière et comment on s'y tient. Hein, voilà, donc à ta disposition amplement pour y travailler. Avec beaucoup de plaisir. Bon. Eh bien, on redonne quand même la parole à ceux qui attendent depuis un certain temps, après que tu aies grillé la politesse à l'ensemble des personnes. Et merci pour ton intervention, Fabrice. Evelyne, à vous. Oui, merci. Bon, ça va dans le sens de l'intervention qui vient d'être dit. Je voulais compléter le petit point de Madame Bibouda tout à l'heure, qui nous a accueillis dans le comité de pilotage en Bourgogne-Franche-Comté. Et effectivement, je crois que le CREAI a eu à cœur de pouvoir y inscrire d'emblée comme participants un certain nombre de personnes concernées. Et on est en train d'en faire un sujet de travail. Mais ce que je souhaitais dire là-dessus, c'est que on est au début de quelque chose. À la fois, il y a quelque chose autour de l'adaptation du droit commun à faire, comme le disait Madame Poulet, sur l'ensemble des maternités, des centres d'accueil petite enfance, etc., et comment on y intègre la question du handicap. Ça, c'est un premier volet. Me semble-t-il, un volet qu'il ne faut pas sous-estimer, qui est comment on change les représentations de tout le monde sur ce sujet-là. Je pense que c'est vraiment un travail à conduire. Une façon d'y parvenir, c'est effectivement d'y impliquer des personnes concernées. Je pense qu'elles n'ont pas de meilleur porte-parole que leurs propres compétences à mettre sur le devant de la scène. Mais pour mettre en place ces compétences, je pense qu'il ne faut pas qu'on les réduise à la pérédance. C'est un petit peu ça que je souhaiterais mettre au débat, c'est-à-dire que on est en train de réfléchir à comment on va faire. Et rendre possible la participation des personnes, c'est à la fois s'appuyer sur l'expertise d'usage, comme disait Madame Arnaud, c'est le consentement, évidemment, disait Madame Bastos. Au-delà de ça, c'est l'expertise d'usage de la personne par rapport à ce qui la concerne. C'est effectivement la pérédance. J'ai traversé quelque chose, comment les compétences que j'ai, elles peuvent être mises à disposition de quelqu'un d'autre. C'est comment on s'appuie sur les compétences des personnes dans toutes les formations. On a évoqué toutes les formations
qui sont possibles chez les professionnels de santé, dans les maternités ou chez les professionnels de la petite enfance ou ailleurs. C'est comment on implique et on rend effectif la participation des personnes dans les instances de gouvernance, dans une logique de co-construction, de copilotage. C'est aussi, me semble-t-il, comment on inclut les personnes concernées dans des travaux de recherche. Je pense qu'on aura des perspectives avec les universitaires à soutenir et qui devront aussi mettre sur le devant du travail à faire les personnes concernées. Moi, j'y rajouterais aussi la façon dont on associe les personnes concernées aux enjeux éthiques qui peuvent éventuellement surgir dans les délibérations du comité d'éthique. Ces différentes dimensions-là, alors elles sont propres au savoir expérientiel plus qu'aux aspects affectifs, sexuels et de parentalité qu'on évoque de façon générale, qui sont quand même largement documentés aujourd'hui dans d'autres expériences. On les met en œuvre, nous, dans la région, sur certains sujets, et on va voir, avec le CREAI et un collectif de personnes concernées, comment on va pouvoir investir ces différentes dimensions. Mais c'est réellement un travail à faire. C'est pas une évidence, et c'est pas facile à faire. Donc, je pense qu'on a un sujet là qui est particulièrement favorable à ça, et comme on est au début d'une modélisation, je pense que c'est intéressant qu'on se pose ces questions-là maintenant. Ah, oh, voilà, je vais trop vite. Oui, je voulais juste, parce que là, tout le monde, voilà, je veux dire que justement, pour les SAPPH et autres structures, c'est pas propre aux SAPPH, mais justement, je crois qu'il faut faire confiance aussi aux acteurs de territoire et que notre mission, c'est aussi de faire le lien entre les personnes expertes et les professionnels des différentes structures. Parce qu'il y a vraiment de la bonne volonté sur les territoires. Je pense que c'est vraiment, comme vous disiez, Madame Poulet, c'est très important qu'il y ait un SAPPH par région, mais avec peut-être des petites antennes plus locales, j'allais dire, plus proches, parce qu'elles sont en lien avec les partenaires de la petite enfance, elles sont en lien avec les partenaires du handicap. Et vraiment, après un an de fonctionnement, je peux vraiment donner des exemples où les personnes sont pleines de bonne volonté sur le terrain. Des structures qui au départ n'imaginaient pas des solutions possibles. Il y a vraiment une volonté de tout le monde de faire des projets qui soient adaptés à chacun, et que quand on arrive à se connaître, à faire le lien et à mettre tout le monde autour d'une table, il peut y avoir des réponses très chouettes. Et je pense que vraiment cette histoire de proximité, un SAPPH, même s'il est géré par un seul, c'est pas le souci, c'est pas ça le problème, mais en tout cas des structures de proximité sur des territoires, c'est important, pour mettre tout le monde autour de la table et faire le lien entre la petite enfance et le handicap. Voilà, je voulais juste revenir là-dessus. Merci, merci pour ces éléments. Et alors je vais revenir sur un commentaire questionnement qu'il y a eu dans le chat sur notamment le rôle des centres ressources. Pour voilà, peut-être clarifier le rôle des centres ressources et peut-être aussi permettre l'identification de lieux manquants pour répondre à ces besoins. On a donc Liv qui est animatrice dans un farm et qui indique que le centre ressources pourrait, qui se demandait si ça pouvait être un lieu dédié pour des espaces dédiés à l'accompagnement corporel, notamment tout ce qui est massage, danse contact, body painting, où elle est animatrice et elle accompagne du coup des personnes dans le cadre de ces activités et qui souligne notamment que ces activités peuvent être importantes pour contribuer à réduire les questions des violences. Et voilà. Et elle complète aussi sur le souhait d'avoir des espaces de rencontre collectifs qui permettent la rencontre. Donc avec voilà en fait par exemple des espaces de slow dating, pour qu'il y ait aussi voilà, ces possibilités de rencontres. Je veux bien reprendre la parole par rapport à avec la double casquette de directeur du centre ressources et de directeur d'un foyer d'accueil médicalisé également. Et
et de dire que le travail de fond, ce ne sera pas d'apporter une réponse type. Par contre, la sensibilisation par rapport aux espaces, je prends l'exemple du plaidoyer qu'on travaille actuellement, où on veut plus parler de chambre, mais de logement, d'espace de vie. De dire que la chambre, c'est l'espace de sommeil dans une vie d'un collectif qui est obligatoirement partagé, là où on veut visiter différemment les nouvelles conceptions d'hébergement et de parler d'hébergement et puis d'avoir un espace propre d'intimité qu'on partage avec qui on veut et sur des thématiques sur le sujet. On ne veut plus trouver que la stricte obligation réglementaire liée à la sécurité, plus trouver d'écart entre l'immeuble qui se situe en face et un espace d'hébergement dans un établissement. Donc, quand on veut travailler le fond par rapport à ces thématiques-là, on veut retravailler le concept d'hébergement, le concept d'espace privé. C'est pour ça que j'insistais fortement sur la notion d'espace privatif, d'intimité depuis l'espace privatif. Parce que cette approche, on ne doit plus voir les accompagnements comme un accompagnement au sein d'un collectif, mais l'accompagnement au sein d'un logement, au sein d'un logement qui est extrêmement proche de celui qu'on trouve en face, et d'avoir des espaces partagés dans les établissements qui sont très ouverts, à la fois pour les personnes qu'on accompagne au sein de l'établissement, mais à la fois pour des personnes qui vivent autour et de pouvoir partager des espaces dont je prends l'exemple de la structure qu'on va livrer sur le territoire de Rouen, où on a un espace soin qui est à la fois destiné aux personnes accompagnées par le foyer de vie, mais à la fois mise en situation et mise à disposition pour des personnes accompagnées sur le territoire. Et là, sur le territoire, c'est le collègue de l'ASSO qui a cette possibilité de voir en fonction des besoins à mettre à disposition, mais vraiment un partage d'espace dédié avec cette dimension forte sur le respect de l'intimité, de l'espace soin en fonction des situations. Mais pour dire, tout ça, ça peut se travailler depuis des thématiques sur des territoires. On n'apporte aucune réponse, on apporte une possibilité de partager des réflexions, de partager des informations sur tout ce qui peut être mobilisable et de dire, je peux avoir le choix de dire que cet établissement-là, il sera réservé pour 30 personnes et puis tant mieux pour eux, et celui qui habite en face, tant pis pour lui. Ben non, ce ne sera plus le sujet, parce que la réflexion, on a vraiment cette volonté de partager à la fois la réflexion, mais les moyens pour que ce soit le plus ouvert possible et puis le plus optimisé dans l'intérêt de tout le monde. Je sais pas si j'ai répondu, mais... Oui, si, je pense que votre réponse est tout à fait adaptée, vient bien voilà, préciser le rôle et le potentiel des centres ressources. Alors, j'ai bien vu, on a une prise de demande de parole de Betty, mais je propose avant de revenir sur une question du chat, qui est une, excusez-moi, qui est une question qu'on a déjà eue au travers des ateliers hier, et du coup de profiter de la présence de Céline Poulet pour l'aborder. On a eu hier et on l'a de nouveau aujourd'hui cette question de que répondons-nous aux demandes pour un accompagnement ou une assistante sexuelle. Céline, la parole. Rien de s'épargner. Alors, je vois que M. Zurika se marre. Alors. Pas du tout, je partage. Ah non, j'ai des réponses très précises à donner. Alors, la première chose, il y a eu, vous avez l'avis. Non, je ne suis pas du tout embarrassée. C'est un sujet que je connais très bien. En fait, il y a eu l'avis du CSN, d'accord, vous avez tous suivi, du Conseil national d'éthique, d'accord, qui est un avis extrêmement intéressant puisqu'elle fixe en fait des propositions pour aller plus loin. Donc, il y a 3 grands axes dans cet avis. Le premier, c'est de se réinterroger sur la vie intime, affective et sexuelle de manière générale des personnes en situation de handicap. Le deuxième, c'est de s'interroger si on ne devrait pas mettre en place des formations justement
sur, comment dire, auprès de, d'acteurs, alors à définir, sur, comment dire, le toucher, le massage, comment dire, voilà, le lien avec le corps, la santé sexuelle. Voilà. Et la troisième, c'est de nous dire qu'il y a un espace pour réfléchir sur la mise en place d'assistance sexuelle et de prestations en fait, d'assistance sexuelle, mais à vous d'y réfléchir. Avec ça, on est bien avancé. Donc, mais en fait, ça ouvre quand même les trois périmètres, d'accord? Donc, qu'a fait la ministre? Eh bien, elle a dit, je prends le ballon et je le renvoie au Conseil national consultatif des personnes en situation de handicap, qui a été mandaté, non pas pour faire un rapport du rapport, mais pour livrer des pistes opérationnelles suite à ces trois axes. Donc, le Conseil national consultatif a créé un COPIL, dans lequel participe ici, je vois Isabelle qui rigole, voilà, et sur lequel on va aborder, on aura 3 ateliers. D'ailleurs, si vous avez envie d'y participer, n'hésitez pas. 3 ateliers. Le premier va être sur un état des lieux de ce qu'on a fait sur la vie intime, affective et sexuelle, comment aller plus loin, traiter la notion du consentement, traiter l'ensemble de ces sujets-là, à la fois en établissements médico-sociaux, mais également à domicile. C'était extrêmement essentiel. Alors, pourquoi on a divisé les 2 questions? Parce que quelquefois, il y a des choses qui sont conjointes aux 2, et quelquefois, il y a des choses très spécifiques à traiter, notamment en termes d'intimité dans les établissements, mais vous connaissez ça par cœur. Le deuxième atelier va être véritablement sur comment dire, je suis professionnelle de santé, je veux me former pour aller plus loin. Est-ce que c'est possible? Comment? Qui le fait? Est-ce qu'on se limite justement à des professionnels de santé ou pas? Voilà. Donc ça, donc là, on est en droit constant. Vous avez compris que là, on ne fait pas non plus la révolution, voilà. Mais on fait des avancées. Et le troisième atelier sera sur l'assistance sexuelle, c'est-à-dire essayer en fait d'avoir une animation qui permette non pas de diviser sur la question, puisque vous savez qu'il y a des associations de représentants de femmes en situation de handicap qui ne sont pas pour l'assistance sexuelle, hein, soyons très clairs, et que d'autres sont évidemment très pour. L'objectif n'est pas de cliver, mais de trouver un chemin qui nous permette à un moment donné de répondre aux souhaits des personnes. Avant toute chose, nous n'avons pas à nous mettre à la place des personnes. Il faut qu'on entende en définitive ce que nous disent les personnes et comment bouger les curseurs. Et donc ce troisième atelier sera animé par l'espace Île-de-France, puisque c'est intéressant qu'il y ait un expert extérieur qui permette justement de faire jouer à la fois l'éthique, en définitive, du côté de la personne, mais également l'éthique du côté du professionnel. Et donc, on va travailler, en fait, sur ce sujet-là. Donc, autant vous dire, ce sera un atelier absolument joyeux pour arriver, eh bien, à peut-être une proposition qui fait consensus, 2 propositions qui ne font pas du tout consensus, mais l'objectif, c'est de sortir des livrables opérationnels. Une fois qu'on a fait ces ateliers, vous allez dire, oh, ouais, c'est très bien, qu'est-ce que vous faites après? Là, on va organiser un colloque ouvert cette fois à l'ensemble. Alors déjà, ces ateliers-là sont très, comment dire, ouverts. C'est-à-dire, ce n'est pas des ateliers du CNCPH pour le CNCPH avec le CNCPH. Donc, ils sont déjà ouverts. Donc, comme dire, on va les ouvrir là, c'est possible. Et ensuite, on va organiser un colloque où on va livrer, en fait, le résultat, en fait, de ces ateliers-là et en débattre avec le plus de monde possible pour avoir une feuille de route d'action opérationnelle, celles qui font consensus, celles qui ne font pas du tout consensus et sur lesquelles il y aura un arbitrage politique à avoir si on veut avancer sur la question, ou peut-être qu'on trouvera que des solutions de consensus. On ne sait pas, quelquefois, il y a des choses comme ça qui se déclenchent. Il y avait quelqu'un tout à l'heure du planning familial, on en discutait avec la Confédération. Écouter les personnes qui parlent de l'assistance sexuelle, ça permet d'ouvrir les esprits, hein. Ça permet de comprendre véritablement qu'est-ce qu'on met derrière ce terme d'assistance sexuelle. Voilà. Et ça va nous permettre à un moment donné de repartir des personnes, de ce qu'elles nous disent, pour ensuite, en définitive, travailler de manière très opérationnelle à l'opérationnalité de cela. Voilà. Donc, ce n'est pas du tout un sujet ni tabou, ni foutu sous le tapis, d'accord? C'est un sujet sur lequel on s'engage et sur lequel voilà, chacun va apporter sa pierre et sa contribution. Et je préfère vous dire qu'il y en a qui sont nombreux dans cet atelier. Là, je les vois, ils sont déjà dans les starting blocks, hein, on va dire ça comme ça. Mais ça va être extrêmement intéressant. Donc voilà, donc oui,
c'est aujourd'hui, c'est l'objectif, c'est d'avancer de manière très opérationnelle sur ces sujets-là. On est accompagné pour cela, et ça c'est vraiment super. Comment dire, aussi comment dire, de Madame Lefebvre, qui a beaucoup aidé aussi sur l'écriture de cette recommandation du CCNE. Donc c'est très intéressant parce qu'elle elle a entendu les personnes. Et donc voilà. Donc non, c'est un sujet qui va avancer, mais on ne veut pas le faire en mode TGV. Vous voyez, les trucs un peu TGV, on sort le bidule, après plus personne n'est d'accord, et puis c'est enterré par le politique qui se dit personne n'est d'accord, on ne va surtout pas sortir sur le sujet. Non. Ce qu'on veut, c'est essayer un maximum de travailler avec les personnes pour aller jusqu'au bout, en définitive, du sujet et voir ce qui peut faire consensus et ce qui vraiment est, je dirais, irritant pour l'ensemble. Voilà. Je pense que le comité a peut-être une demande à te faire, puisque, comme tu dis, il ne faut pas que ce soit un TGV, mais que ce soit du plaisir, et que nous, on aime continuer, tu vois, à travailler avec beaucoup d'échanges et de désir. Et tu vois, j'essaie de mettre plein de jolis mots dans ce que je te dis. Parce que de bienveillance. Exactement. Pour te dire que le comité est tout à fait prêt à travailler, évidemment, dans un de ces groupes. Bon, Céline me connaît, hein, elle sait que j'aime bien utiliser beaucoup de belles terminologies. Donc, je te lance la perche, le poisson, tout ce qui va avec. On peut rappeler. Pas de problème, parce que, comme dire, les ateliers vont être lancés. Les ateliers vont être lancés, donc on va dire, tu fais partie du COPIL, donc c'est très bien, Isabelle, donc tu pourra relayer au comité parentalité en disant c'est ouvert, qui veut s'inscrire, et donc on peut avoir un membre du comité parentalité dans chacun des ateliers. Il n'y a pas de voilà. Et je pense que ça sera tout à fait intéressant. De toute manière, on a beaucoup d'associations non membres aussi du CPH qui vont se coller, qui vont aller dans les ateliers. Donc voilà. Donc, je reçois plein de messages en privé, donc je vais tous te les repasser. Et comme ça, évidemment, j'invite énormément les pères, hein, toutes les personnes concernées, à nous dire qu'ils ont envie de participer parce qu'ils sont plus que légitimes. On va avoir besoin de personnes parce que sinon, ce sont des groupes de travail entre professionnels. Et ça, alors j'ai rien contre les professionnels, hein, parce que j'en suis une aussi, mais attention, parce qu'il y aura un biais de départ. Si on a un biais de départ et qu'on ne part pas avec les personnes, on aura ce biais jusqu'au bout. Donc, il faut véritablement que les personnes se sentent concernées et viennent dans les ateliers. Donc, je vous invite à faire du rentre-dedans pour être dedans dans les ateliers. Vous avez toute légitimité à l'être. Voilà. Donc, vous constatez que Céline vient d'ouvrir toutes les portes, mais aussi les fenêtres, juste pour faire un vilain jeu de mots. juste pour rappeler, demain, nous aurons Jérémy Borrois avec nous. Donc, on pourra peut-être en reparler. Dis ça, je dis rien. Laura, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de gens de la Réunion qui nous mettaient plein de petits messages. Est-ce que tu veux peut-être être leur porte-parole, puisque j'ai pu comprendre que pour certains, c'était difficile de pouvoir lever la main ou d'échanger. Tu n'as pas vu, peut-être? Oui, si, au niveau des commentaires. Alors, je pense qu'il y avait notamment Betty Molin qui voulait prendre la parole et qui a fait un commentaire parce que l'heure tourne et on arrive à la fin de cet atelier, qui indiquait qu'elle voulait aussi appuyer concernant la remarque qui avait été faite sur la nécessité de repérer ou de mettre en place, s'il n'existe pas, des espaces dédiés à l'accompagnement corporel. Voilà, en soulignant aussi l'importance de ce travail sur la confiance en soi, l'estime de soi, et pour être armé aussi, du coup, pour que les personnes soient armées pour la prévention des violences, notamment des violences sexuelles. Donc, le temps, notre atelier prend fin. Un grand merci donc à nos intervenants et aussi à l'ensemble de vous participants pour vraiment, je trouve, cet atelier qui aura. Alors, c'était vraiment un sujet qu'on a vu tout du long des ateliers, mais que là, on a pu vraiment approfondir, qui est celui de cette exigence que doit être la participation des personnes. Et on a bien redéfini ici que voilà, la participation
participation, elle s'entend sous des formes qui sont vraiment multiples, qui est de la participation de la personne à son parcours, mais aussi au comité de pilotage ou différentes instances qui permettent d'organiser l'ensemble de ces services, de ces dispositifs, et qu'aussi que la participation des personnes, elle prend la forme de pair et danse, qui est une forme d'accompagnement comme une autre qui doit se développer et vient en complémentarité des autres propositions d'accompagnement. Donc on a vraiment, voilà, moi je pense là à chaud comme ça à cet axe-là qu'on avait vraiment vu tout du long de ces colloques, mais que là on a vraiment discuté de manière approfondie. Je ne sais pas Isabelle si de ton côté tu souhaites... Je vous remercie en tout cas pour tous ces échanges extrêmement intéressants. On voit qu'on a encore du travail. J'ai vu dans le chat qu'on parlait aussi de la partie des experts et comment ils prenaient une place auprès des professionnels. Je pense qu'il faudra aussi en tenir compte. Ce qu'on appelle les experts, en tout cas les personnes qui participent et qui ne sont pas les professionnels rémunérés en tant que tels. Et donc, on a encore beaucoup de travail, mais je pense qu'on attend tous la pérennisation de ce centre de ressources. Donc, on va trouver, j'espère, Céline, des moyens pour que c'est une continuité et que ce ne soit pas juste un temps dans la vie des personnes sans handicap. Voilà. Bah, merci beaucoup et on vous dit à demain, 16h, 16h30, je ne sais plus. Mais on se donne rendez-vous demain. 16h. On se retrouve demain à 16h. 16h pour le... vous aurez plein de surprises. Pour la phase finale. Peut-être pas des feux d'artifice, mais presque. Bonne soirée. Merci de venir avec le feu d'artifice. Bonne soirée. Merci Madame la Secrétaire Générale. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à tous.